Les Montréalais aiment se croire tolérants et ouverts. Mais selon un sondage récent, 2/3 des Québécois ne veulent pas de mosquées dans leur quartier. Est-ce que l'islamophobie est en hausse à Montréal? On en parle avec nos invités. D'abord, Lamine Foura, journaliste et animateur de l'émission Taxi Maghreb à Radio Centre-Ville. On a Mathieu Bock-Côté, qui est sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour. Et Haroun Boisy, coprésident de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Bonjour. Alors, bonsoir et merci d'être là. Mais d'abord, Marc-André nous fait un bref rappel des événements récents. Oui, mon cher François, parce qu'on aurait pu reculer, en fait, une chose te dit récent, parce qu'on aurait pu reculer jusqu'au débat du PQ avec la Charte des valeurs québécoises qui avait réussi à faire dévoiler une certaine peur, méconnaissance de l'islam à travers le Québec. Mais si on parle vraiment des événements récents à Montréal, tout d'abord, il y a à peine quelques jours, 2 femmes se seraient fait agresser, dont une dans le métro de Montréal, à l'heure de pointe, imaginez-vous, alors qu'elle portait le voile. C'était la simple et bonne raison pour laquelle elle s'est fait agresser. Donc, ce sont des incidents qui ont généré un certain mouvement de solidarité sur les médias sociaux, notamment envers ces femmes qui ont été victimes de ces incidents. Également, il y a la branche québécoise du groupe d'extrême droite allemand Pegida qui voulait organiser le 28 mars dernier dans le Petit Maghreb une manifestation anti-islam. Heureusement, la manifestation a été annulée faute de participants, mais tout de même, il y avait une intention là. Sans oublier aussi de jeunes étudiants du Cégep Maisonneuve qui avaient fréquenté le controversé imam Charkaoui qui sont partis faire le djihad en Syrie. Des départs qui ont été, disons, très médiatisés et qui ont aussi ravivé ou peut-être généré même certaines tensions envers le monde islamique. Haroun Boisy, est-ce que vous sentez une montée de l'islamophobie à Montréal? Il est sûr que depuis, disons, les 2 dernières années, puis si on revient évidemment jusqu'au débat de 2006, mais vraiment sur les 2 dernières années, on a vu beaucoup d'actes islamophobes. Je tiens à dire quand même qu'au Québec, on vit bien. Hein. Je veux dire, c'est pas l'idée, c'est pas dire si on compare peut-être même avec ailleurs. Absolument. Et puis les musulmans, ils risquent pas leur vie quand ils marchent dans la rue. Là, même au contraire, on voit une amélioration de la situation des musulmans par rapport à l'accès au travail ou des choses comme ça sur les dernières années. Ayant dit ça, il y a eu beaucoup d'actes contre des mosquées, par exemple, du sang de porc sur un édifice, des balles de plomb sur un marchand halal à Shawinigan, une personne qui a été attrapée avec un cocktail Molotov à côté d'une mosquée à Montréal, etc., etc. Il y en a eu comme ça un certain nombre et c'est un phénomène nouveau qu'on découvre. Il y a aussi des cas de femmes qui sont fait invectiver ou cracher dessus ou des choses comme ça, des choses vraiment très violentes. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on voit effectivement et qu'on ne voyait pas, en tout cas sûrement pas de cette ampleur-là, avant le débat sur la charte particulièrement. Et Lamine Foura, vous dites que le climat aujourd'hui est peut-être tendu, mais que c'est pas la même chose que pendant tout le débat sur la charte de la laïcité, par exemple. C'est-à-dire que moi je voudrais en introduction parler un peu de l'islamophobie, parce que je pense que le mot crée un débat en lui-même, et il y a beaucoup de gens qui vont nier son existence sur la base de sa signification, non pas sur la présence d'une discrimination dans la société. Donc, oui, la charte, non pas la charte en tant que projet, mais plutôt le débat autour de la charte a créé un climat de méfiance puisque la communauté musulmane était au centre du débat d'une façon des fois objective et d'une façon des fois subjective. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser peut-être l'islamophobie pour éviter toute critique légitime de toute religion ou de toute idéologie qui doit être aussi une valeur démocratique qu'on doit tous sauvegarder. Donc c'est le droit de quiconque de pouvoir avoir un esprit critique envers une religion et ce n'est pas de l'islamophobie d'avoir un esprit critique envers l'islam, par exemple. Ceci dit, le grand défi qu'on a, c'est que des personnes qui peuvent, comme une femme qui porterait un foulard, elle pourra beaucoup mieux parler de cette réalité, parce que c'est sûr que dans les rues de Montréal, on ne va pas chercher les noms par leur face, mais par contre, une personne qui porte un signe religieux pourra peut-être subir par le regard, par une certaine méfiance qui s'est établie dans la société à cause de son origine ou tout simplement de sa religion. Et Mathieu Bock-Côté, vous avez l'air de trouver des fois que le concept d'islamophobie a le dos large. Mais je crois que c'est un concept qui en lui-même fait problème. C'est-à-dire, on entre sous cette catégorie, par exemple, la critique de l'islam en tant que tel. Est-il légitime de critiquer une religion en tant que telle? Pas simplement ses dérives, une religion en tant que telle. Est-il légitime de critiquer le christianisme? Bon, en lui-même. Est-ce qu'on dira pour cela que c'est la christianophobie? Est-il légitime de critiquer l'islam en tant que tel? Ou encore sa difficile acclimatation dans les sociétés occidentales, pour le dire d'un euphémisme? Est-il légitime de critiquer l'islamisme
Alors, est-il par ailleurs... Alors ça, ce sont des critiques légitimes qu'on encapsule souvent, hélas, sous le signe de l'islamophobie. À la question, y a-t-il des actes d'intolérance envers les musulmans? Bien évidemment, et ils sont plus que regrettables. Mais j'ai l'impression que, pour ce phénomène très particulier, pour le dire bien franchement, tout à fait limité et marginal, on cherche à faire passer pour de l'islamophobie des critiques qui me semblent tout à fait légitimes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont fondées ou éclairées, mais légitimes d'une religion ou encore des dérives de cette religion. Donc, ce concept en tant que tel me semble causer problème. Donc, si on veut parler d'intolérance ciblée envers les musulmans, oui. Si on veut parler d'islamophobie, non. Et j'ajouterai une chose. La fameuse manifestation dont votre collègue a parlé sur Pejida, je note une chose. Ceux qui en ont parlé en ont surtout parlé finalement pour se faire peur. C'est-à-dire, on disait l'arrivée à Montréal d'un groupe d'extrême droite terrifiant et ainsi de suite. Et là, on en parlait presque d'une manière pour se rassurer. Nous avons, nous aussi, nos méchants. C'est-à-dire, on avait l'islamisme d'un côté, et puisqu'on voulait pas avoir l'air discriminatoire, on voulait avoir aussi nos islamophobes. Mais finalement, ils étaient 3. Alors, la fameuse manifestation de Pejida, c'était, selon la formule, vous me permettrez, le chiffre est bon, 2 pelés et un tondu. Ça fait 3. C'était 3 égarés, des provocateurs avec, on peut dire, une intelligence limitée. Ça ne compte pas. Alors, j'ai l'impression que c'est un phénomène qu'on a presque gonflé artificiellement, et quand le test de la réalité était là, eh bien, manifestement, les Montréalais, les Québécois francophones, trouvez la catégorie que vous voulez, ne sont pas particulièrement islamophobes, et s'inquiéter de l'islamisme ou critiquer l'islam... Ce qu'on appelle une ballonne. Oui, mais ce n'est pas de l'islamophobie. Donc, c'est un concept qui, en tant que tel, englobe beaucoup trop de réalité. Lamine Forêt, est-ce que vous voulez réagir à cette manifestation? Non, par rapport à la critique de l'islam en tant que religion, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est que les musulmans et toutes les religions doivent admettre le droit des autres à le critiquer parce qu'eux-mêmes, dans leur discours, dans leur confirmation de leur foi, en fin de compte, ils critiquent la foi des autres. Donc, c'est légitime. Par contre, on gère des perceptions aussi dans la vie et je pense que quand 4, 5, 6, 7 chroniqueurs qui prêtent le monopole du débat public vont dans le même sens de la critique de l'islam, ça crée une perception d'une tendance de l'islamophobie. Donc, c'est créer un équilibre. Il faut créer un équilibre aussi des différents points de vue dans la société. Une free game pour les gens qui commentent. Et c'est une question de perception. J'aurais tendance à vous dire bien franchement que pour tous ces débats, le pluralisme existe. C'est-à-dire, il y en a pour qui, à la fois la critique de l'islamisme et de l'islamophobie, elle est partout présente dans notre société. Si vous voulez, on va aller prendre le pouls un peu de nos spectateurs, nos téléspectateurs, parce que Marc-André, on est allé voir les commentaires qu'on a reçus sur notre page, sur Twitter et sur notre page Facebook. Et si on les regarde, la réponse, est-ce qu'il y a une montée de l'islamophobie? La réponse, ce serait oui, hein? Bien, effectivement, François, vous venez à peine de commencer le débat et déjà, ça réagit beaucoup. Et sur Facebook, il y a des commentaires que je ne pourrais même pas vous lire, effectivement, parce que c'est des propos qui frôlent, effectivement, l'islamophobie. Par contre, on a des commentaires qui sont peut-être un peu plus constructifs. Je pense, entre autres, à celui-ci qui revient un peu à ce que Mathieu disait avec vous. Je ne crains pas l'islam, je réclame le droit de critiquer ses préceptes, tout comme ceux du catholicisme. Alors, si on peut critiquer un, pourquoi pas l'autre? Et il y a aussi Nicolas B.O. sur Facebook qui nous dit, est-ce qu'il y a une montée à Montréal? Pas particulièrement. C'est les mêmes esprits qui, à l'époque, étaient contre les Haïtiens, les Italiens, les Grecs, et aujourd'hui, ils sont contre les femmes, les homosexuels ou les manouches. Je voudrais réagir là-dessus, c'est effectivement intéressant. D'abord, M. Bocoté confond entre le sens du mot et l'utilisation qu'on en fait. Alors, évidemment, il y a une instrumentalisation des mots. Donc, par exemple, je donnerai l'exemple de l'antisémitisme, qui est une forme de racisme. Il y a des gens qui instrumentalisent l'antisémitisme, qui font qu'à chaque fois qu'on dit du mal de la politique étrangère d'Israël, par exemple, on est traité d'antisémite. Ayant dit ça, même s'il y a une instrumentalisation du mot, il n'y a aucune bonne raison d'être antisémite. Le mot existe et il est vécu par les juifs qui vivent cette forme de racisme. Et l'islamophobie, c'est un vécu et on ne peut pas enlever à cette femme, mettez-vous à cette place de cette femme qui a un foulard, pourquoi aurions-nous peur du mot? Il y a aussi une instrumentalisation du mot islamophobie quand on dit que il est utilisé parce qu'on empêche la critique de l'islam. Évidemment qu'on a le droit au blasphème dans notre société et peut-être qu'on a le devoir de critiquer toute interprétation, qu'elle soit religieuse ou pas, qui mène à la haine, qui mène au non-vivre ensemble, etc. Et on est toujours étonné du fait qu'on enlève ce droit au vécu de ces personnes-là qui aujourd'hui vivent cette discrimination, vivent cette haine, que ce soit sur les réseaux sociaux ou carrément physiquement, comme on a pu voir des femmes. Et même, c'est pas juste les musulmans, c'est les gens qui s'apparentent à l'islam. Il y a une semaine, il y a
une personne juive qui s'est fait agresser dans un reman de pente de ski ici au Québec parce qu'on lui a dit « rentre chez toi, sale musulman ». C'est une personne juive qui a été apparentée. Donc, vous vous rendez compte que ça ratisse large et ça n'a plus rien à voir avec la religion. Si vous voulez me convaincre qu'il y a des imbéciles au Québec et des crétins et des intolérants, vous n'avez pas à m'en convaincre, j'en suis tout à fait convaincu. Mais j'utilise le mot en tant que tel, islamophobie. Autrement dit, une peur irrationnelle. Alors moi, ce que je... islamophobie, je sais l'antisémitisme, l'homophobie, la critique de l'islam en tant que tel, comme religion. Est-ce que ça relève immédiatement de la peur irrationnelle? Est-ce que la critique de l'islamisme, ça relève de la peur irrationnelle? Or, ce que je constate, c'est si quelqu'un critique, par exemple, on a évoqué tantôt le débat sur la charte, on critiquait, par exemple, l'expression de communautarisme musulman dans l'espace public. On critiquait aussi un islamisme qui, quelquefois, porte le masque des droits de l'homme et dans les faits, porte des revendications assez inquiétantes, des ségrégations sexuelles, par exemple, dans les piscines, ou ainsi de suite. Alors, est-ce qu'on doit utiliser ce terme en tant que tel qui embrasse beaucoup trop large pour désigner la réalité qu'il veut désigner? Moi, ce qui m'inquiète à travers ça, c'est que c'est ce genre de termes qui servent à faire taire. C'est-à-dire, ne vous aventurez pas dans l'espace public, car on vous collera cette sale étiquette. Alors j'insiste, l'intolérance envers les musulmans est chose abjecte, inacceptable. Mais ne rassemblons pas tout ça derrière ça. Alors, si on veut aller plus loin que simplement faire taire les gens et qu'on se dit, par exemple, même si on peut le condamner, on peut chercher à l'expliquer, cette islamophobie-là. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions au Québec, une espèce de fragilité identitaire ou le fait qu'on ait abandonné une religion qui emmenait trop large et qu'on voit des gens qui arrivent avec une piété qu'on n'a plus ici? Est-ce qu'il y a un contexte ici qui rend propice à ça? Moi, je n'irai pas directement à prioriser cette piste-là. Elle existe, elle joue. La question nationale aussi est un facteur parce que tant qu'on n'a pas encore un pays au Québec, je pense qu'on aura toujours cette fragilité vis-à-vis de celui qui vient d'étranger parce qu'on est entouré par un bassin de 3 millions d'anglophones, donc ça c'est important aussi. Mais par contre, il y a aussi d'autres éléments qui sont de l'ordre au niveau de l'international. C'est qu'il y a une politique internationale qui vient nous chercher. Il y a aussi une situation... Quand on voit les attentats, exactement. Il y a un autre élément aussi qui, à mon avis, on a tendance à chercher la cause de la différence pour pouvoir justifier une discrimination. La question de l'emploi. Et là, on parle de faits, on ne parle pas de feeling seulement. Les communautés musulmanes, et ce n'est pas relié essentiellement à la charte, mais avant la charte, peut-être relié aux événements du 11 septembre, les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'il y a une discrimination à l'emploi systématique. Il y a eu des expériences de personnes qui ont envoyé leur CV avec des noms à connotation arabe et ils ont envoyé le même CV avec un nom de Tremblay. Ça passait plus rapidement. Donc cette réalité-là, je ne pense pas qu'elle est reliée systématiquement à la question qu'ils sont musulmans, mais elle est reliée au fait qu'ils soient différents. Et la question de la religion est mise en avance pour highlighter cette différence. Oui. On évoque l'international et c'est une question très importante. Par exemple, pensez aux attentats contre Charlie Hebdo. Alors moi, quand les attentats contre Charlie Hebdo arrivent, tout le monde est bouleversé. La première journée, on s'inquiète de l'islamisme avec raison. La deuxième journée, on s'inquiète immédiatement de l'islamophobie. Alors là, comme si on voulait absolument équilibrer les torts. Oui, je m'excuse. On pourrait se laisser une semaine d'islamophobie. Non, pas l'islamophobie. Je dirais, moi, quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, ce qui m'a fasciné, c'est que pour certaines personnes, elles ne pouvaient s'expliquer, par exemple, que par l'islamophobie présumée de la société française. Comme s'il n'y avait pas d'autre explication possible que la culpabilisation de la victime. On vous attaque, vous avez probablement de bonnes raisons d'être attaqué. Alors, ce type d'explication, à mon avis, brouille le débat public davantage qu'il ne l'éclaircisse. Je rajouterais un mot là-dessus pour revenir à la question, parce que là, on s'est égaré un peu, mais pour revenir à la question originale, il y a aussi une affaire avec les nouveaux immigrants qui sont maghrébins, pour la plupart des musulmans qui arrivent, c'est qu'ils s'intègrent en fait spécialement bien, contrairement à peut-être d'autres personnes. Ils vont, vu qu'ils sont francophones, ils vont dans les quartiers francophones, on les trouve partout à Laval, à l'est, à l'ouest de Montréal. C'est pas un quartier comme historiquement on aurait pu voir avec d'autres communautés, et donc ils sont visibles. Et tout d'un coup, on voit parmi les Canadiens français ces Maghrébins qui sont aujourd'hui québécois, bien sûr, avec effectivement un petit nombre de femmes qui mettent un foulard, avec une mosquée ici et là pour pouvoir prier. Mais cette proximité-là fait en sorte qu'on réagit, non pas parce qu'il y a justement un problème d'intégration, mais au contraire parce qu'ils sont très présents dans l'espace francophone canadien. Et dans ces réactions-là, entrons dans le détail un peu. Là. Il y a eu récemment des images
imams dont on a interdit de pratiquer ou d'avoir un local en prétextant des règlements de zonage. Et vous dites-vous que c'est vraiment pas la bonne piste à suivre, que c'est un peu hypocrite d'une certaine façon. Si on voulait les poursuivre, qu'on les poursuive. Absolument. Nous on dit plusieurs choses. D'abord, s'il y a une parole haineuse, il faut absolument l'attaquer. On pense que un État laïque n'est pas là pour dire tel discours religieux est acceptable ou pas. Il est là pour dire tel discours est acceptable ou pas. Et s'il y a un appel à la haine, c'est quelque chose qui pourrait toucher à notre sécurité. On compte sur l'État pour prendre ses responsabilités. Maintenant, régler un problème de zonage, alors que la personne apparemment n'était pas était dans son droit. Effectivement, vous savez ce qu'a dit cet imam-là, pour nous, là, c'est vraiment quelque chose qui est totalement contraire à nos convictions. Bon, l'idée de pouvoir couper des mains à l'étranger, c'était pas au Québec, mais à l'étranger, pour nous, c'est un sévice corporel, il n'en est pas question. L'idée de dire que la démocratie, c'est pas bien parce que ça peut élire des homosexuels, pour nous, c'est inacceptable en tant que tel. Bon, ayant dit ça, l'idée de dire on va jouer sur le zonage pour ne pas respecter son droit de citoyen, en fin de compte, on est sorti de nos principes à nous démocratiques et ça ouvre une porte où tout de suite après, on se retrouve à appliquer quelque chose d'immoral à des gens qui n'ont rien à voir, comme à Shawinigan, comme à Ville-Saint-Laurent, et cette idée aussi, souvent, la Minfoura, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est que finalement, on n'applique pas la même rigueur à toutes les religions. C'est l'islam qui est ciblé parce que, bon, il y a une association. Je reviens à mon point de perception. Parce qu'il y a des fois, l'effet, peut-être la réalité n'est pas islamophobe, mais par contre, la perception peut donner une impression qu'on est dans un contexte d'islamophobie. Par exemple, la question du cimetière. J'arrive pas à comprendre que au Québec, aujourd'hui, les musulmans n'arrivent pas à avoir un cimetière. Il y a eu des reportages qui ont parlé de cette problématique. La question des mosquées, la façon de traiter la question des mosquées, il faudra être sûr qu'on le fait d'une façon démocratique et d'une façon très claire, que le message au sein des communautés concernées soit clairement identifié comme étant un message citoyen et non pas un message de rejeter une religion au détriment des autres. Mathieu Bock-Côté, est-ce que c'est le genre de choses qui peut faire partie de la solution pour apaiser ces tensions-là, d'accepter qu'il y ait un islam québécois maintenant? Mais qu'il y ait des Québécois de confession musulmane, ce n'est pas une question de l'accepter ou non, c'est une réalité telle qu'elle est, tout simplement. La réalité, il faut simplement la reconnaître. C'est pas une question de morale. La question ensuite qu'il faut poser, c'est à quelle réalité les musulmans québécois sont-ils appelés à s'intégrer? C'est une société laïque, fondamentalement, avec un héritage catholique qui est appelé, par définition, à être plus présent dans l'espace public. Et je crois qu'un des grands cadeaux que la société québécoise préfère aux nouveaux arrivants, c'est de préciser les termes de l'intégration. C'est-à-dire, voilà à quoi nous vous proposons de vous intégrer. Donc, je le dis, société laïque avec héritage catholique, société francophone, et pas simplement musulman, d'ailleurs, à tous les nouveaux arrivants qui arrivent. Voilà la société que nous vous proposons. Elle est à prendre ou à rejeter, elle est à accepter ou à rejeter, mais lorsque les Québécois eux-mêmes définiront mieux les termes de l'intégration, probablement qu'elle se passera mieux. Un jour. Si on fait partie des Québécois quand même. Parce que... Bien sûr! Bon, c'est très bien. Alors, on va décider ensemble comment on intègre les nouveaux venus en tant que Québécois. La question n'est pas là, mais reconnaître qu'il y a, par exemple, un héritage... Reconnaître qu'il y a un héritage catholique au Québec, ce n'est pas une opinion, c'est un fait aussi. J'ai très peur quand je vous écoute que je ne fais pas partie des gens qui accueillent. Je vais vous arrêter ici parce que je sens qu'on va évoquer le passé catholique tout d'un coup. C'est ce que j'appellerais une peur mal fondée, cher monsieur. Mathieu Bock-Côté, Haroun Boisy et la Minfoura, merci beaucoup d'avoir été avec nous et le débat se poursuit, bien sûr. Merci. Merci.